Quel est le nom de l'avantage concurrentiel de Johnson Johnson et est-ce que cette compagnie mérite quand même d'avoir une place dans notre watchlist ou bien quand même ou toujours avoir une place dans notre watchlist parce elle fait partie de ma watchlist. Je pense que vous la connaissez tous ici. Vous savez que pendant les pharmaceutiques, j'aime généralement les compagnies qui vendent, enfin, dans le domaine de la santé, de préférence, les vendeurs d'instruments, d'accord, donc d'équipements, surtout avec une partie récurrente concernant la maintenance ou bien avec les consommables. Je n'aime pas trop les vendeurs de médicaments de manière générale. OK? Donc, Johnson Johnson fait les deux. Alors, c'est bien, mais maintenant, est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels et comment ça s'appelle? Bon, vous avez déjà une idée générale, avoir une entreprise qui génère ce genre de chiffres-là, vous savez littéralement qu'elle va avoir des avantages concurrentiels. Mais est-ce qu'ils sont larges, petits? Est-ce qu'ils sont en expansion, en déclin? Ce genre d'éléments-là, c'est ce qui nous intéresse également. Et pour ça, je vais utiliser la bibliothèque, enfin, un prompt de la bibliothèque de prompt de base, ok, vous allez recevoir en description de la vidéo, et je vais lui demander exclusivement comment s'appelle l'avantage concurrentiel de Johnson Johnson et pourquoi est-ce qu'il le mentionne. Il dit une chose simple. Wide mode, ça veut dire large, ok, pour ceux qui connaissent la notation ici, wide mode, narrow mode ou bien no mode de manière générale ici. Donc, wide mode, ça veut dire que l'avantage concurrentiel, il est large, il est plutôt stable et il dépend premièrement de deux sources. Donc, les avantages concurrentiels primaires, les intangibles et switching costs. Intangibles, je vois déjà pourquoi. Et il se justifie en disant ceci. Johnson Johnson tire parti d'un vaste portefeuille de brevets pharmaceutiques et technologies chirurgicales pour générer des flux de trésorerie disponibles de près de 20 milliards de dollars. Ce n'est pas le chiffre qui, bon, techniquement, si on a un avantage concurrentiel, ça va se voir avec les chiffres également. Donc, la diversification entre médecine innovante et technologie médicale permet au groupe d'absorber l'érosion liée aux expirations de brevets tout en assurant une rentabilité structurelle pérenne. Donc, dans des compagnies pharmaceutiques, et vous les connaissez ici, généralement, si vous vendez uniquement des médicaments, vous avez ce médicament-là a une durée de vie. Bien, enfin, quand je dis une durée de vie, si c'est un médicament innovant, ce genre d'élément, vous avez un brevet. Et le brevet vous donne le droit ici de vendre ce médicament sans concurrence aucune. S'il y a de la concurrence, il faut absolument qu'il fasse à peu près quelque chose de différent, sinon équivalent au vôtre, sans toutefois utiliser la même formulation globalement. OK? Donc, techniquement, enfin, je pense que c'est globalement, c'est la description qu'on pourrait faire de manière sommaire ici. Donc, il y a une durée de vie. Et quand vous regardez un vendeur de médicaments, s'il dépend d'un seul médicament, il faut faire attention. Demandez-vous toujours quand est-ce que le brevet arrive à expiration. Parce que dès le jour où le brevet arrive à expiration, sachez qu'il y a au moins une dizaine de concurrents qui sont déjà prêts à lancer leurs produits. Généralement, ce sont les vendeurs de médicaments génériques. Vous allez retrouver des entreprises comme Teva, ce genre de choses-là. Vous allez vous dire ici que, bon, vendeur de produits génériques, ça veut dire ici que c'est un bon business. C'est un business qui est bon uniquement si vous atteignez une taille critique. Et très souvent, c'est pas, voilà, parce que vous ne fixez littéralement pas le prix. Il faut avoir les coûts de production les plus bas. C'est la clé dans ce secteur d'activité-là. Et c'est pas tous les médicaments qui sont faciles à copier également. Quand on dit copier, donc, je pense que les biosimilaires, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça que c'est généralement également, dans ce domaine-là, comment on dit ça? Ceux qui vendent ici ce type de médicaments assez complexes à faire ont tendance à jouir d'un pricing power, même après l'expiration du brevet. Tout simplement parce qu'il est souvent difficile de produire ce type d'éléments-là. Bref, je vous laisse aller chercher ça ici. Mais là, on sait que Johnson Johnson, vous avez le nom du mode. On parle d'intangible et de switching cost. Switching cost, pourquoi? On va le voir tantôt tout à l'heure. Mais premièrement, wide mode, switching cost, large, il est plutôt stable. Dans la division MedTech, comme je l'ai dit, cette compagnie a deux divisions de manière générale. De toute façon, quand vous analysez une compagnie, la première question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qu'elle fait? OK? De toute façon, c'est ce qu'on va également avoir tendance à faire dans ce vendredi, donc pour notre deuxième série d'Investir avec l'IA, uniquement dans le groupe School. Hein. Donc le replay précédent est déjà dans le groupe School. On va uniquement utiliser la bibliothèque de prompt de base ici. On va analyser Amazon et je vais vous montrer à peu près quel est le workflow que j'utilise pour commencer à bâtir une thèse d'investissement sur une compagnie de manière générale, uniquement avec la bibliothèque de prompt de base. OK? Donc, c'est ce vendredi, tout le monde est convié et vous allez retrouver le lien dans le groupe School. OK? Et voilà. Donc, il sera essentiellement dans le groupe School. Je ne le mets pas sur YouTube de manière générale. Comme je l'ai dit, on en a fait un précédemment ici. Donc, vous pouvez déjà aller voir le précédent et vous faire un avis sur la bibliothèque de prompt de base. Alors, on ferait également sur la bibliothèque de prompt premium, mais comme je l'ai dit, les prompts premium sont un tout petit peu plus longs
Ce qui fait qu'on ne peut pas, en 1 heure de temps, c'est un seul prompt littéralement qu'on va utiliser. On doit le faire pour une vingtaine de prompts, donc vous savez, on le fera ici, mais après une série de vidéos sur la bibliothèque de prompts de base. Donc, on revient sur ce qu'on mentionnait ici. Donc, pourquoi est-ce qu'il mentionne switching costs? Dans la division MedTech, les coûts de substitution constituent une barrière de protection majeure. Les chirurgiens et le personnel hospitalier investissent un temps considérable pour maîtriser des équipements complexes hautement différenciés, tels que les systèmes d'ablation en électrophysiologie, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être compliqué, ou bien les implants orthopédiques. Donc, ça demande un temps d'apprentissage. Et vous savez que les chirurgiens n'ont pas de temps, et le personnel médical n'a pas beaucoup de temps. D'accord? Donc, techniquement, quand on est habitué sur un système qui fonctionne bien, c'est bon, on reste avec. Donc, une fois qu'un établissement de santé intègre ces dispositifs spécifiques et forme ses équipes au flux de travail de JNJ, migrer vers un fournisseur concurrent génère un risque opérationnel élevé et des coûts de transition dissuasifs, garantissant une forte récurrence des ventes de remplacement. Et vous savez que dans ce genre de business, on ne veut pas juste vendre la machine. On veut également vendre des consommables derrière. Donc, je suis plutôt d'accord avec ça parce que oui, mon rôle également, même quand même j'utilise le prompt, c'est d'avoir mon propre avis. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et donc, white mode maintenant, ça veut dire qu'il est l'avantage concurrentiel, il est large. Et il mentionne ici que le nombre de plateformes à plus de 1 milliard de dollars dans les comment on appelle ça? Dans le portefeuille ici de cette compagnie, le nombre de plateformes à 1 milliard de dollars, donc vous pouvez le voir ici, de toute façon on parlera ici des chiffres de GNJ, donnez-moi juste un instant, je mets ça ici, voilà, ok, donc on sait que c'est une entreprise qui génère à peu près 96 milliards. Le nombre de plateformes à plus de 1 milliard dans son portefeuille, elle en a au moins 28. Et c'est pas facile d'atteindre d'abord 1 milliard juste pour une seule plateforme. Imaginez 28. 28 plateformes opérationnelles au sein du portefeuille. Ah, ça, ce sont des chiffres de 2025, l'année fiscale, etc. Pour le chiffre d'affaires de MedTech 2026, si vous constatez qu'on a 8,9 milliards ici en hausse opérationnelle de 3,6%. C'est un segment où elle a tendance à faire des acquisitions. Donc, il y a beaucoup ici. Elle va continuer à le faire d'ailleurs. Je pense même qu'il y avait un spin-off d'une entité précédemment. Je pense qu'on en avait parlé dans une note d'analyse. Bref, de manière générale, le switching cost, il est là. Vous pouvez aller un peu plus en profondeur. Vous pouvez faire ceci, copier, coller. Vous demandez, explique-moi ça un peu plus en profondeur avec des exemples pratiques, etc. Vous pouvez aller plus loin que ça parce qu'on converse également avec le prompt. Ensuite, les intangibles, ça sera genre au niveau des brevets et du savoir-faire au niveau ici de la partie technologie, la partie MedTech. Donc, les actifs intangibles forment le fondement historique de la division innovative médecine. Donc, protégés par un arsenal de brevets mondiaux et des processus d'homologation FDA complexes. Oui, parce qu'on dit souvent, le médicament en phase 1, ça va soigner, par exemple, je ne sais pas moi, telle maladie, et vous voyez comment l'action explose. Alors que la phase 1 est la phase de commercialisation, il peut se passer énormément d'années. Et le taux de succès est très peu élevé. Donc, protégé par un arsenal de brevets mondiaux et des processus d'homologation FDA complexes, le groupe maintient un pouvoir de fixation des prix élevé sur les traitements de pointe en oncologie et en immunologie. Bien que l'érosion commerciale de thérapies majeures comme Stelara sous l'effet de biosimilaires constitue un vent contraire permanent, l'introduction continue de nouvelles entités moléculaires brevetées renouvelle constamment cette barrière intellectuelle. Donc, on a des médicaments qui arrivent en fin de vie, et on les remplace par d'autres médicaments ici qui sont déjà sur les starting blocks, ou également on achète des compagnies pour pouvoir bénéficier ici de leur recherche à réduire ici le temps d'attente. Donc, il faut dire une chose dans le secteur de la santé, et je le mentionne toujours. La taille d'une entreprise est très importante. Parce que vous pensez qu'on vend les médicaments comment? Ça se passe toujours avec qui? Vous avez les commerciaux. Il faut éduquer les médecins. Donc, il y a quelqu'un qui va se balader avec des médicaments. « Oh, je représente telle compagnie, je vais te parler de tel médicament. Voilà ce que ça fait. On t'invite même à la conférence ici. Tu pourras à peu près voir pourquoi est-ce que c'est très intéressant de me mentionner, de prescrire ce médicament-là à tes clients, etc. » Donc, la force de vente est très importante ici. C'est pour ça que les petites compagnies pharmaceutiques ont tendance à avoir des partenariats avec d'autres grandes compagnies. OK? Et ici également, comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours avoir voilà. On peut être spécialisé en oncologie, immunologie, mais à l'intérieur, ne pas juste dépendre d'un seul médicament. Et ce n'est pas parce qu'un brevet arrive à expiration que l'entreprise va forcément mourir. Elle sait que ça arrive à expiration, donc elle se prépare en amont.
OK? Et c'est très rare de voir une grosse pharma, une big pharma, faire faillite parce qu'elle n'a pas trouvé de nouveaux médicaments. C'est très, très rare. De mémoire, je n'en connais pas. Donc, elles ont souvent tendance à retomber sur leurs pieds. Et je vois, vous avez peut-être une compagnie, comment elle s'appelle encore cette compagnie-là? Il y a une compagnie qui vend des médicaments pour le VIH. J'oublie le nom de cette entreprise-là. Oh là là, ça va me revenir. Mais elle avait un problème, cette compagnie-là, c'est qu'elle vendait un médicament qui soigne. Elle ne vend pas juste des médicaments pour le VIH, il y a également des médicaments pour l'hépatite. Je ne sais pas quel type d'hépatite là, mais qui, avant cette maladie-là, ne se guérissait pas. Tu avais plutôt des calmants et elle a trouvé un médicament qui guérit. Mais le problème, c'est que ça réduit la base de clients potentiels. Si tes clients guérissent, ils n'ont plus besoin de ton médicament. Oui ou non? So, c'est le type d'entreprise que j'aime. Enfin, c'est une entreprise qui avait tendance à avoir de moins en moins de patients parce que les gens guérissaient. Et également, il y avait des médicaments qui arrivaient qui arrivaient bientôt dans le domaine public. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait plusieurs acquisitions. Elle est très spécialisée pour faire de très bonnes acquisitions. Je ne sais, c'est une compagnie américaine. Oh là là, je vais la trouver parce que c'est ça mon problème généralement. Quand je cherche quelque chose, il faut que je trouve, sinon je ne vais pas avancer du tout. VIH, Medicine Maker, voilà, je vais le trouver. J'écris ça en ma langue ici. Comment elle s'appelle encore? Gilead, voilà. Donc, c'est Gilead. Donc, Gilead également a des médicaments pour le VIH, etc. Et vous pouvez vivre avec la maladie tranquillement, ne même pas ne même pas la transmettre également. Et donc, techniquement, c'est un truc où tu prends un médicament une pilule chaque jour, etc. Et bon, vous savez que c'est une maladie chronique, donc techniquement, vous allez avoir tendance à prendre jusqu'à la fin de vos jours. Eh bien, ce médicament arrivait bientôt à expiration dans le domaine public. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, la compagnie a trouvé un autre processus. Maintenant, au lieu de prendre un comprimé par jour, parfois vous pouvez oublier, etc. Vous savez ce qu'elle fait maintenant? Elle prend plutôt, c'est maintenant une injection chaque 6 mois. Donc vous prenez une seule injection, vous en avez pour 6 mois. Elle n'est pas belle, elle n'est pas plus belle la vie comme ça pour ceux qui ont ce genre de pathologie-là, parce que parfois vous pouvez oublier ce genre d'éléments. Mais si vous savez que j'en prends une et je fais le rappel ici au mois de juin ou bien au mois de juillet et c'est terminé. Je refais ça l'année qui suit jusqu'à la fin de mes jours. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et donc ce médicament-là va avoir tendance à booster ses chiffres. Et vous pensez que le marché a attendu qu'elle développe le nouveau médicament avant de commencer a attendu que le brevet arrive à expiration avant de commencer à bazarder l'entreprise de manière générale, donc à vendre les actions, enfin à ne plus à shorter les actions. Non, elle n'attend pas. Donc très souvent, ces informations-là sont sues très en amont. C'est pour ça que les pharmacies ont tendance à se négocier à des niveaux de multiples assez attractifs. C'est très rare cas, les entités ici qui sont en pleine croissance. Okay? Et donc, comme vous pouvez le voir, Gilead ici a toujours apporté beaucoup d'argent. Ils ont racheté des actions et elle a toujours fait de très bonnes acquisitions. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais étudier quand cette compagnie fait une acquisition, ils ont très souvent tendance à acheter des bonnes entreprises. Ils ont très rarement fait des mauvais choix. Très, très rarement. Donc, vous pouvez aller regarder, hein. Ne me croyez pas sur parole de manière générale, allez vous-même vérifier. Il me semble que quand ils ont fait l'acquisition de Pharmagest, ça veut dire que c'était pour acquérir ici les médicaments pour le VIH, etc., ou bien pour l'hépatite C entre les deux ici. Mais voilà, donc revenons ici, donc c'est tout ce long bavardage pour mentionner que vous pouvez également faire de très bonnes acquisitions, tout ce long bavardage également pour mentionner que oui, on vend les médicaments, mais également on doit commencer à préparer l'avenir. Dans ces entreprises-là, soit on développe en interne ou on achète, il n'y a pas de mal par rapport à ça. C'est pour ça que ces entreprises vont avoir tendance à se négocier avec des multiples très bas parce qu'il y a une durée de vie par rapport à leur capacité à générer un certain niveau de cash flow à long terme. OK? Il y a une durée de vie si vous recevez le même médicament. C'est ça qui arrive avec les Pfizer, etc. Dans toutes les compagnies pharmaceutiques, ne payez pas plus que 15 fois les bénéfices. Sauf si la pathologie voilà, le marché est énorme. Vous êtes les seuls, par exemple. Et donc, vous pouvez prendre de plus en plus de parts de marché. Là, ça pourrait être différent. Mais de toute façon, chacun fait ce qu'il veut de manière générale. Ici, on voulait parler de l'actif intangible. Bref, et je suis plutôt d'accord avec ce qui est mentionné ici. Oui, comme je l'ai dit, il faut également discuter avec le prompt. Donc, je continue, il vous mentionne quelles sont les preuves qui supportent cela. 16 milliards ici de revenus, ou la R&D qui est de plus de 32 milliards. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que vous dépensez beaucoup en R&D que vous allez forcément trouver quelque chose. Ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a des compagnies qui ont presque
qui ont eu en moyenne 1 milliard de chiffres d'affaires, de dépenses en R&D et qui ont trouvé quelque chose de très intéressant. Ça vaut également dans les semi-conducteurs, etc. L'effet de réseau n'a pas lieu d'être ici. OK? Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver dans les pharmaceutiques. C'est très rare l'effet de réseau. Généralement, même, vous allez trouver ça dans les... Oui, dans le pharma, mais vendeurs de logiciels, un truc comme ça. Mais voilà. Low cost production est très important. Ça, je suis également d'accord. Grâce à son envergure industrielle mondiale, J&J bénéficie d'économies d'échelle significatives dans l'approvisionnement, la fabrication et la distribution réglementée. Cette taille permet à l'entreprise de négocier des contrats d'approvisionnement globaux et de proposer des offres groupées combinant médicaments et dispositifs médicaux au réseau hospitalier, ce qui réduit les coûts de transaction pour les acheteurs et comprime les marges des petits concurrents isolés. Cependant, la pression constante des génériques et l'inflation des intrants limitent l'expansion de cet avantage de coût. Il est présent, il est présent, vous pouvez l'identifier ici et vous pouvez demander d'aller en profondeur par rapport à ces éléments-là. Maintenant, il y a toujours des risques. L'érosion des revenus, l'expiration des droits exclusifs sur des molécules. Rappelez-vous, et on en parle depuis très longtemps, on vit une période très extraordinaire dans les domaines pharmaceutiques. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'acquisitions. Il y a une falaise qu'on appelle dans le jargon patent cliff ou bien la falaise de brevets. Il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de blockbusters qui arrivent à expiration, dont les brevets arrivent à expiration bientôt. Et donc, qu'est-ce que les big pharma font généralement? Soit on a déjà trouvé la nouvelle molécule, je pense que AbbVie a bien pu se rattraper ici, soit on va faire énormément de fusion-acquisition. C'est ça que je vous ai toujours dit depuis, et vous ne soyez pas étonnés d'en voir encore et encore. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le business model de Johnson & Johnson. Oui, on est dans la pharma, mais également, on vend également du matériel. On a le meilleur des deux mondes. Donc, quand on est dans le domaine pharma, on se concentre uniquement sur certaines pathologies. Point à la ligne. Donc, la perte d'exclusivité de l'immunologique Stelara, excusez-moi, je ne sais même pas si ça se dit, représente un impact négatif estimé de 7 à 760 points de base sur la croissance des ventes de la division Innovative Medicine au deuxième trimestre 2026. Okay? De plus, le fardeau persistant, c'est 7,6%. Okay? Le fardeau persistant ici des litiges juridiques de masse liés au talc continue de peser sur la structure de capital malgré les tentatives de filialisation sous faillite, etc. Donc je vous laisse aller voir ça. Et voilà, la compétition, comme d'habitude, hein, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à citer. Mais grosso modo, vous connaissez le nom de l'avantage concurrentiel dominant. Il y en a deux. Vous avez ici le switching cost qui est très bien. Vous avez, notamment dans le segment MedTech, vous avez l'intangible avec les brevets, etc. Et le troisième élément ici, c'est le coût de production. Ça, ces trois éléments-là doivent toujours être présents dans n'importe quelle compagnie pharmaceutique qui vous intéresse. Très souvent, vous allez trouver l'intangible, mais l'intangible a une durée de vie. Si vous trouvez du switching cost, c'est encore mieux. OK? Mais un coût de production, je pense que ça devrait être... Bon, très souvent, les big pharma, tout le monde a des coûts de production intéressants ici. Mais voilà. Donc, on peut se dire ici qu'après cela, on comprend pourquoi les marges peuvent rester stables sur cette compagnie. Est-ce que ça se voit donc avec les chiffres? On fait simple, hein, on vient ici, on tape J&J, voilà. OK. Croissance des revenus. Et la croissance, elle est due à quoi? C'est un mix des deux. Acquisition, organique, etc. Donc, vous voyez qu'elle fait des acquisitions chaque année. Chaque année, elle fait des acquisitions. Si on les prend ailleurs, ici, vous voyez que depuis 1991, c'est très rare de voir cette entreprise passer une seule année sans acquisition. Je pense que la dernière fois, c'était 2024. Et encore, on n'est même pas certain par rapport à ça. Ils ont fait quelques petites acquisitions à cette période. Il y a sans doute eu des acquisitions à cette période-là. Mais bref, c'est un mix des deux, croissance par acquisition. Vous savez que quand on achète, et c'est très commun dans ce domaine d'activité, ne vous limitez pas au pipeline et dire que oui, son pipeline de potentiel médicaments est élevé. C'est un peu comme personne n'a un pipeline plus élevé que AstraZeneca. Vous pouvez aller vérifier. Personne n'a un pipeline de potentiels médicaments comme AstraZeneca. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de 10 000 médicaments potentiels dans le pipeline. Vous avez juste besoin d'un seul qui performe très très bien et ça pourrait rapporter énormément d'argent. Bon, vous connaissez également les pressions liées au coût des médicaments aux États-Unis, machin. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Grosso modo, ici, on en a déjà parlé d'ailleurs. Donc, marge brute, bon, elle est fluctuante, mais on ne peut pas tirer une conclusion sur la marge brute si on ne regarde pas la marge EBITDA. Donc, la marge EBITDA est plutôt stable ici et j'aime plutôt ça. D'accord? Donc, techniquement, c'est une entreprise qui gère bien ses coûts de production. Et il me semble qu'à un moment donné, cette compagnie était sous-évaluée. Enfin, je vous laisse aller voir ça ici. Nombre d'actions ici. Est-ce qu'ils rachètent? Oui, on aime également ça.
Net income et free cash flow, est-ce que les deux ont tendance à raconter la même chose en termes de margin? On les met sur le même graphique, vous constatez que les free cash flow sont plus stables que les net income, donc ils racontent à peu près la même chose. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce type d'entreprise? Comme je l'ai dit ici, je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices sur n'importe quel pharma, même si elle est en croissance. Vous voyez que le marché ici, ça oscille entre 15 et 17, donc voilà. On sera une quinzaine de fois les bénéfices. C'est tout ce que vous pouvez prendre 15,8 hein, si vous voulez. Moi, vous savez que je fonctionne en 5 et multiple de 5. Soit je prends 10, 15, 20 et 25. Et vous savez que ce sont des rendements. 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. 15 fois les bénéfices, c'est 6,6% de rendement, 6,66, etc. 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Et 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Quand vous achetez une entreprise à 25 fois les bénéfices, vous sous-entendez que pendant les 25 prochaines années, elle est capable de rapporter au moins le même niveau de bénéfices actuel. Et si elle le fait sur les 25 prochaines années et qu'elle vous distribue la totalité des bénéfices en dividendes, vous obtenez 4%. C'est tout. Donc, quand on paye, 25 fois les bénéfices, tu dois te rassurer qu'elle est capable de rapporter le même niveau de bénéfices net pendant au moins 25 ans. Et pour avoir une idée générale, pour apprécier cela, il faut comprendre l'avantage concurrentiel. Parce que si tu as un avantage concurrentiel, si tu peux mettre un nom dessus, tu sais comment est-ce qu'il fonctionne, tu pourras te dire que l'entreprise a les capacités ici de maintenir ses marges stables. OK? Donc ici, 15 fois les bénéfices, le grand max, je paierai sur cette compagnie. Chacun paye ce qu'il veut de manière générale. Donc, si on arrive ici au niveau de la dette, parce qu'il faut quand même regarder la dette ici, dette net sur EBITDA, on a quelque chose alentour de une fois l'EBITDA. Elle n'est pas très endettée, très intéressant pour une pharma. Donc, elle n'a pas encore fait de très grosses acquisitions. Donc, 33 milliards de dette nette. Et pour une génération de free cash flow de combien? On a une génération de free cash flow aux alentours ici des 17 milliards par là. Donc, elle peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. Donc, je pense même pas, elle n'est même pas endettée. Voilà. Donc, maintenant, en termes de valorisation, on va dans les chiffres, on va chercher J&J. J&J. Alors, J&J s'échange aujourd'hui à 22 fois les bénéfices. Le marché est très euphorique par rapport à cette compagnie. Peut-être qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en termes de croissance potentielle, etc. Bref, ça, c'est le marché. Maintenant, taille du marché, etc. Ça, c'est un autre sujet. Donc, pour moi, ici, imaginons que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Mais je me rassure déjà que c'est un business sur lequel on a tendance à faire de bonnes prévisions. Mais également, l'engouement sur les derniers mois ici, c'est peut-être dû au fait que les attentes augmentent de plus en plus. Par exemple, il y a 12 mois, par rapport aux attentes de 2028, on était à 12,62 $. Aujourd'hui, c'est 14,21 $, soit une croissance ici de près de 12,64%. Même chose pour 2027, on a une croissance par rapport à les attentes d'il y a un an, c'est 6,37% en supplément. C'est un business qui est généralement prévisible. Il n'y a que les attentes en full year actuelles qui sont plutôt stables. Bon, stable ici, techniquement, on est à 4% en supplément, c'est une bonne chose. Donc, globalement, je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices. Ici, ça donne combien quand on applique le 15 fois le bénéfice de multiples? Ça donne à peu près aux alentours ici de 213 $ l'action. 213 $ l'action. Maintenant, on enlève quoi? On enlève la dette nette. Oui, je sais que je pourrais même laisser ça comme ça. Elle n'est pas très endettée de manière générale. Voilà, 213 $ l'action, on va le laisser comme ça, on laisse ça, on est gentil. Mais après, chacun valorise ça comme il veut. Moi, c'est comme ça que je fais, j'enlève toujours la dette nette. Voilà, donc de toutes les façons, je mets 213, je pense que je n'achèterai jamais, enfin on dit jamais, mais je n'aime pas les pharmaceutiques, même si elle est assez diversifiée ici, mais voilà, peut-être que ce serait un no-go pour moi dans le futur. Ça a toujours été comme ça. Donc, J&J, c'est du pharmaceutical. Dans pharmaceutical, je vais mettre ça ici, voilà. J&J, on va mettre 213, c'est bien ça? La dernière fois, c'était 170. Ouais, on était en septembre 2025. On était à 170 septembre 2025. Septembre 2025. On était à combien? Septembre 2025. Septembre, voilà. On avait un prix aux alentours ici des... Combien? C'était correctement évalué sans doute. Ça devait être ça, parce que si on est à 170, même si on est ici, c'était correctement évalué. Donc aujourd'hui, target price, 213. Et je mets ici mon 213 $ l'action sur J&J. Je sais que c'est une entreprise que ceux qui détiennent du dividende ici aiment généralement ce type de business-là. 213. Donc, c'est une compagnie qui est capable de continuer à payer ce niveau de dividende, de continuer à l'augmenter. Ici, on paye les dividendes avec quoi? Les free cash flow. Si elle vous reverse la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en dividende, vous aurez un rendement de
3 points, de 4% par là. Et techniquement, ici, on discute 2,11. Donc, on peut reverser bien plus que ça. Donc, le dividende laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître au moins au-dessus de l'inflation de manière générale. Donc, ici, c'est terminé. On a regardé ce que c'était quoi l'avantage concurrentiel. On a pu mettre un nom dessus avec 2-3 explications. On a parlé des chiffres ici, et donc on peut refermer la page Johnson & Johnson. Maintenant, c'est à vous de tirer les conclusions, c'est surévalué, sous-évalué. Voilà, chacun ira faire son travail, mais ne vous basez pas sur... De toute façon, regardez la dernière vidéo en description ici. J'explique comment est-ce que moi je vois le stock picking. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà mentionné précédemment. OK, mais voilà. Ici, c'était surtout pour parler d'avantages concurrentiels. Si elle mérite d'avoir une place dans nos coaching, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle peut maintenir ce type de marge. De toute façon, le prompt qu'on a utilisé, c'est un prompt de la bibliothèque de base. C'est le workflow. Dans le workflow qu'on va utiliser tantôt, je pense qu'il y a une dizaine de prompts. Vous allez voir à peu près comment est-ce qu'on arrive à bâtir une thèse d'investissement en se basant essentiellement sur le bon questionnement. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Donc, c'est ce vendredi, 20h, heure de Paris. Vous êtes tous invités. Le lien est en description de la vidéo dans le groupe School. Et si vous voulez faire l'acquisition ici, la bibliothèque de prompts de base, regardez d'abord la vidéo précédente, celle de l'investir avec l'IA numéro 1. Elle est dans le groupe School uniquement. Vous allez voir à peu près si ça vous intéresse. Ne payez pas un truc qui ne vous intéresse pas du tout, d'accord? Ne me faites pas confiance. Allez vous-même vérifier, poser des questions aux gens qui utilisent ces prompts-là et ils vous donneront à peu près leur ressenti dans le groupe School. De toute façon, je leur demanderai leur avis même bientôt, de manière générale. Ou bien vous pouvez attendre également ce vendredi. En tous les cas de figure, je sais que ça fonctionne. Je ne me casse même pas la tête par rapport à ça. Mais, vérifiez quand même. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me donne pleinement et royalement le droit de me tromper. Johnson & Johnson mérite une place dans ma watchlist. Est-ce qu'elle mérite une place dans ta watchlist? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle est surévaluée, sous-évaluée? Ça, c'est ton raisonnement. OK? Merci, au revoir et à vendredi.